Merci beaucoup, merci de m'accueillir ce matin. Je voudrais juste souligner que je ne suis pas le président de la Chambre interdépartementale de l'habitat et du logement des notaires de Paris. Enfin, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je suis le président de la Chambre des notaires interdépartementale des notaires de Paris. Excusez-nous. Voilà. Ça me semblait original, mais voilà. Mais c'est pas tout à fait exact. Mais je suis très heureux d'être avec vous et d'avoir entendu tous nos intervenants. Alors tout cela pour répondre à cette question que vous posez. Vous avez dit choc d'offres. Il y a bien un problème de choc d'offres de logement en Île-de-France, et ceci en raison de l'équilibre entre l'offre et la demande. Parce que la demande de logement est très forte, en raison du dynamisme démographique de l'Île-de-France, et plus encore de la progression très forte du nombre des ménages de petite taille liés à la transformation des cellules familiales, au vieillissement de la population et à la poursuite du mouvement de décohabitation des jeunes. Alors on sait que pendant fort longtemps et de manière quasi structurelle, la construction de logements en Île-de-France a atteint un plancher beaucoup trop bas, et encore davantage dans l'augmentation nette du logement compte tenu des nécessaires démolitions. Depuis 2 ans, on l'a évoqué ce matin, il y a un redressement, on a cité le chiffre de 80 000 logements qui est en nette progression, mais cela tient principalement au fait du logement social qui est très utile, mais qui ne règle pas la question des classes intermédiaires et des classes moyennes, on l'a déjà évoqué. Et la prolongation de ce mouvement demande un effort budgétaire que notre pays ne semble plus aujourd'hui pouvoir poursuivre. Il n'est pas normal que le nombre de logements créés en Île-de-France soit très inférieur dans la période actuelle à celui que l'on enregistre dans Rhône-Alpes, la Bretagne, pour ne parler que des régions les plus dynamiques. Alors on a dit beaucoup de choses sur ces situations. C'est d'abord lié au coût des terrains. Ce coût a progressé de 70% depuis 15 ans. C'est lié également à la rétention des terrains à bâtir, notamment en raison de réticences des propriétaires à payer des plus-values ou des droits fiscaux importants pour la vente, mais aussi en raison de la volonté des collectivités publiques de valoriser leur foncier à un niveau correspondant à la valeur de marché de celui-ci. Et puis, il y a la densité existante dans le parc de logements au centre de l'agglomération de Paris. Cette densité, elle est déjà très forte, d'où la réticence de beaucoup d'élus, notamment de maires, qui expriment les réticences de la population, des associations de défense de l'environnement et qui se justifient par des considérations budgétaires. L'arrivée de nouvelles populations entraîne des coûts élevés qui se répercutent en termes d'écoles ou services publics nouveaux à réaliser. On l'a également évoqué, il y a la durée de conception et de gestion des opérations beaucoup trop longue et incertaine en raison du nombre d'intervenants, de la délicatesse, de la difficulté des procédures à mettre en place et de l'existence des recours. Ça a été longuement évoqué. Alors, ce constat général a été fait dans de multiples études et à plusieurs reprises ce matin. Je voudrais, en ma qualité de président de la Chambre notaire de Paris, donc esquisser quelques pistes de solutions ou d'amélioration durable qui m'apparaissent pouvoir nous impliquer, nous notaires, en raison de notre connaissance des marchés et en notre qualité de conseil des particuliers. La première réponse, elle est facile, mais elle est toujours utile, parce qu'elle doit être fiscale. Et si on veut libérer du foncier, il y a une priorité massive que le gouvernement semble avoir pris en compte dans ce qui nous est connu du projet de loi logement, c'est l'exonération des plus-values en cas de vente de terrain par les particuliers comme par les entreprises pour les cessions de terrain effectuées dans un but de construire. Cette exonération temporaire doit être significative, quel que soit l'objet social ou non social de la construction, qu'il est par ailleurs très difficile de déterminer. Les particuliers ne supportent pas de payer des plus-values, et le changement de législation en 2011, avec le passage de 15 à 22 ans de la date d'exonération, s'est traduit par une rétention très forte des terrains. Il y a un phénomène moins connu, mais sur lequel je me permets d'insister, c'est celui du droit de partage qui a été fortement accru en 2011. Il est passé de 1 à 2,5% sur la valeur des biens. Et le partage, il intervient, vous le savez, principalement en cas de divorce ou de succession. Souvent, les redevables sont dans l'impossibilité de le verser, ou en tout cas ne le supportent pas, et cela entraîne la multiplication des indivisions et généralement un phénomène de rétention des terrains. Je suis persuadé, nous l'avons écrit à de nombreuses reprises, que le retour au droit de partage à un niveau acceptable, celui de 1%, qui était celui qui existait précédemment, n'entraînerait aucune dépense fiscale, car beaucoup d'indivisions valorisées se dénoueraient,
mais au contraire libérerait beaucoup de propriétés à l'avenir. Alors en troisième lieu, nous avons noté le maintien du dispositif Pinel dans les zones les plus tendues du pays. Ce dispositif est indispensable car le taux de rendement de l'investissement privé ne justifie en aucune manière une acquisition, que ce soit pour les investisseurs institutionnels qui ont depuis longtemps renoncé ou pour les particuliers qui sont fiscalement courtisés depuis 30 ans. Et si les taxes foncières doivent continuer à progresser comme elles l'ont fait récemment, si l'impôt sur la fortune immobilière qui stigmatise la rente foncière progresse autant que les taxes foncières, le taux de rendement du logement baissera d'autant. Et nous n'évoquons pas les questions relatives au statut du bailleur privé, avec notamment le plafonnement des loyers qu'on envisage d'étendre sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et dans ce cas, il conviendra pour équilibrer cette situation d'accroître les aides à l'investissement neuf. Et ne serait-il pas plus logique d'avoir rapidement une vision d'ensemble et de ne pas faire reposer sur les propriétaires et sur eux seuls l'équilibre des collectivités territoriales comme les départements qui reposent des dépenses sociales structurellement très évolutives, que ce soit en raison de la situation de l'emploi ou de la dépendance des personnes âgées ou handicapées. Ces dernières dépenses ne sauraient être payées, comme aujourd'hui, par les seuls propriétaires. Alors, au-delà de la fiscalité, se pose la question de la place du logement neuf dans le parc de logement de l'Île-de-France. Nous savons qu'il est extrêmement faible et que le parc de logement est ancien et lui-même dans une situation de grande vétusté pour un pourcentage élevé de biens. Il serait catastrophique de multiplier les normes dans le logement neuf en accroissant les coûts tout en maintenant le logement ancien dans la situation que l'on connaît, ce qui entraîne des nuisances environnementales très fortes en termes de chauffage, de bruit, de conditions générales et de dangerosité, par exemple. Dans les zones tendues, il me semble par conséquent inévitable, même si c'est très budgétivore, d'instaurer un PTZ élevé dans l'ancien lorsque l'acquéreur effectue des travaux importants de remise aux normes. Ces travaux rapportent à la collectivité publique, ils sont en eux-mêmes un investissement, un pari sur avenir, le contraire d'une rente immobilière. La réhabilitation et la rénovation de l'ancien sont possibles parce que beaucoup de propriétaires ou de propriétaires potentiels peuvent, nous le savons, faire l'investissement nécessaire. Mais la fiscalité actuelle s'y oppose et la crainte que l'immobilier devienne la vache à lait principale des pouvoirs publics ne peut qu'entraîner le prolongement d'un mouvement de forte défiance. Alors la troisième solution consiste à mettre en place des processus. Le logement constitue globalement un secteur dont la gestion est extrêmement complexe, confuse. Il ne m'appartient pas d'entrer dans les discussions sur la rationalisation de la politique du logement, notamment au niveau régional, compte tenu du très grand nombre d'intervenants, beaucoup trop élevé, et notamment des intervenants qui peuvent, à un moment ou à un autre, apporter une subvention. Tous les notaires de promoteurs connaissent les difficultés qu'il y a pour mobiliser les financements dans ce domaine. Et je pense qu'il doit être possible de rationaliser les circuits de décision comme de financer. En simplifiant les procédures et les normes, ce sera le meilleur moyen d'éviter l'épée de Damoclès des recours de contentieux dont on a effectivement aussi beaucoup parlé. Ceux-ci ne sont dangereux que si le risque d'annulation est réel, encore vaut-il mieux ne pas le prendre en amont dans la complexité. Plus près de nos possibilités d'intervention directe, il y a l'idée de la création d'un observatoire global de l'immobilier et du foncier en Île-de-France. Plusieurs instances existent déjà, comme l'Observatoire régional du foncier, auquel nous participons, et qui rend un service particulièrement éminent. Mais il m'apparaît souhaitable de créer un observatoire d'ensemble avec notamment l'inclusion, aux côtés de la question foncière, de l'évolution du patrimoine bâti existant. Le patrimoine bâti, je l'ai dit, contribue à l'offre globale de logement dans la région. La Chambre des notaires de Paris gère en Île-de-France une base immobilière qui, en matière de prix, mais aussi d'évolution des ventes et acquisitions, est reconnue comme une base de référence. Nous sommes disposés à participer activement à l'amélioration de cette base et de l'ensemble d'informations qu'elle livre dans le cadre d'une politique moderne d'open data.
nous avons ouvert notre base immobilière à l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Nous souhaitons poursuivre dans ce domaine afin que l'information du public soit bien meilleure qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. L'immobilier est souvent perçu comme une sorte de boîte noire où chacun, acquéreur ou vendeur, souhaite faire de bonnes affaires. C'est-à-dire en réalité que chacun a peur de faire de mauvaises affaires. Et il n'y a pas, pour un acquéreur ou un vendeur, de tricherie à entreprendre contre le marché. Au contraire, la transparence de ce marché est un objectif à atteindre dans l'immobilier, comme elle existe dans d'autres secteurs de l'économie, afin de sécuriser les intervenants à long terme et donc faciliter la fluidité des ventes. Permettez-moi enfin, quitte à vous surprendre, de terminer mon propos par une opinion nuancée sur la diffusion de l'accession à la propriété. Depuis maintenant 20 ans, il y a une sorte de consensus pour souhaiter la généralisation de la propriété immobilière, en tout cas pour le logement dans lequel on réside. À cet égard, l'Île-de-France, nous le savons, est dans une situation particulière au sein de notre pays. L'accession à la propriété y est nettement moins diffusée qu'ailleurs, et c'est notamment le cas à Paris, où à peine un Parisien sur 3 est propriétaire de son logement. Il serait facile d'affirmer que la solution en Île-de-France consiste à réduire, voire supprimer l'écart avec la moyenne nationale, alors même que le prix de l'accession à la propriété y est au moins 20% supérieur à ce qu'il est dans les autres métropoles du pays. Je ne le ferai pas dans la mesure où les notaires ont un rôle de conseil de leurs clients. Ce conseil consiste à prendre en considération les données financières, fiscales, mais surtout personnelles de chaque intervenant et à lui permettre de se poser les bonnes questions quant à son avenir professionnel. Nous sommes dans un pays où les frais fixes d'accession à la propriété sont particulièrement élevés, avec des droits de mutation qui sont repartis à la hausse. Par ailleurs, notre pays taxe beaucoup plus lourdement la détention propriété immobilière que les autres éléments du patrimoine. En contrepartie, les loyers, contrairement à une idée reçue, ne progressent pas aussi vite que les prix des logements, dans la mesure où leur évolution est régulée par les pouvoirs publics, mais surtout par le marché, même à Paris actuellement. Les loyers se sont stabilisés globalement depuis plusieurs années du fait d'un phénomène de marché et il n'y a aucune raison que cette situation se détériore. En conséquence, il me semble que l'accession à la propriété n'est pas toujours souhaitable par rapport à l'intérêt économique des particuliers. Il en est notamment ainsi pour les jeunes couples peu stabilisés, tant en termes de structure familiale que d'emploi, et je crois que cette idée a déjà été évoquée ce matin à plusieurs reprises. Et la vente rapide d'un bien immobilier, quand on ne peut pas faire autrement, peut déstabiliser profondément un patrimoine, parce qu'elle peut se faire avec de lourdes pertes. La plus-value n'est pas, loin s'en faut, permanente. On sait que les cycles immobiliers sont, notamment en Île-de-France, assez violents et imprévisibles. Sur cette question, je dirais que notre système français de la propriété du logement est un système qui apparaît assez optimal. Il repose sur un trépied. La propriété immobilière, qui est majoritaire mais non dominante. Le logement social et le logement privé mis en location sur le marché du libre. Le logement social répond à une nécessité pour une partie substantielle de la population. Et nous connaissons la crise qu'il traverse actuellement, elle sera évoquée sans doute à la suite de mon intervention. L'investissement privé qui permet la location libre est une solution éminemment intéressante, notamment pour les cadres qui cherchent à se loger dans le secteur intermédiaire ou qui cherchent à se loger pour une durée limitée. Cela suppose le maintien d'un effort de l'État, car il n'y a pas, je le répète, de rentabilité en dehors d'une espérance de forte plus-value patrimoniale. Il me semble, quel que soit le futur plan logement du gouvernement, qu'il devra respecter cet équilibre entre les trois formes d'accès au logement dans notre pays. Les pays qui ont fait un choix exclusif pour la propriété sont beaucoup plus fragiles que les nôtres. C'est notamment vrai en Île-de-France, où les tensions du marché sont telles que l'équilibre actuel m'apparaît également satisfaisant. Si la propriété n'est pas la forme exclusive de détention du logement, cette propriété doit changer, comme l'accès à la propriété.
Et les propos de Robin Rivaton étaient tout à fait intéressants ce matin sur l'usage notamment de la propriété. Il est vrai que le marché immobilier doit connaître sa révolution. D'abord dans les modes de la propriété. Il y a longtemps qu'ils se sont diversifiés pour faciliter l'accès à la propriété. Autant qu'un droit de propriété, il faut reconnaître un droit à l'usage. Il reste un vaste champ pour l'innovation dans ce domaine. Ensuite, la vente immobilière elle-même. Elle prend beaucoup trop de temps en France. D'abord parce que nos procédures de vente sont trop lourdes. Ensuite, parce que la vente est l'occasion de procéder au contrôle du respect de règles de plus en plus nombreuses, de payer des impôts, de sécuriser les financements. Je ne crois pas que ces protections soient inutiles. L'accès à la propriété d'un logement doit être protégé. 10 ans après la crise des subprimes, il ne faut pas oublier ce qui en est l'origine. Un libéralisme échevelé et destructeur. Un prix Nobel d'économie américain, M. Robert Shiller, indique que si les États-Unis avaient bénéficié d'un notariat actif, il n'y aurait pas eu dans ce pays de crise des subprimes. C'est une opinion que je ne fais que vous relater. Mais l'innovation est possible à champ maintenu et même améliorée de réglementation et de protection utiles. L'innovation est justement faite pour absorber la complexité, les difficultés, et je salue les jeunes start-upers qui ont montré ce matin toute leur potentialité d'innovation. Et tout cela pour concilier rapidité, efficacité et protection. Nous y sommes prêts, nous notaires, et ce sera au cours des prochaines années une contribution de notre profession. Je n'oublie pas, malgré tout cela, ce qui a été dit par M. Goufias ce matin, qui m'a beaucoup frappé, et qui, je crois, ne doit jamais nous quitter quand on parle d'immobilier. C'est l'attachement culturel à la pierre, mais ça, c'est une autre question. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment.